Tu n'y vas pas. Cavendish par terre. Oh, clavette. Attaque de Tadej Pogačar. Ouais, mais voilà. Attaque de Marlou. C'est n'importe quoi, merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Tadej Pogačar a perdu ce Tour de France 2023. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour bien le débrief de ce Tour d'Espagne 2024. On va en parler un petit peu entre vous et moi, un petit podcast tout seul. On va parler de ce Tour d'Espagne qui a donc rendu son verdict à Madrid avec un contre-la-montre pour terminer et la victoire finale de Primoz Roglic. Après le contre-la-montre finale de ce Tour d'Espagne, dernier contre-la-montre qui a été remporté par Stefan Kung. Enfin, Stefan Kung, une victoire sur un grand tour, lui qui était souvent passé à côté, souvent malheureux, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Podcast Vuelta, alors que les championnats d'Europe arrivent ce week-end, sans français lors des contre-la-montre. Tiens, on n'a pas réellement besoin en France de travailler contre la montre, ça tombe bien, on nous parle de problèmes financiers après les Jeux Olympiques, avant les championnats du monde, il y a des choix à faire, a dit Thomas Vauclair sur la chaîne L'Équipe lorsqu'il a été interrogé sur le sujet. Aucun Français, aucune Française lors des épreuves de contre-la-montre, chez les juniors, chez les espoirs, chez les seniors, ni même dans le relais mixte où pourtant on était tenant du titre. Donc voilà, on verra bien. Il y a la course en ligne qui arrive ce week-end. En tout cas, pas de Français sur ces contre-la-montre remportés par Lotto Kopecky chez les femmes en senior et chez les hommes avec la victoire de Eduardo Affini devant Stefan Kung qui avait remporté le contre-la-montre finale de la Vuelta quelques jours plus tôt donc à Madrid. Un Tour d'Espagne très intéressant à suivre donc après 3 semaines de course et finalement peut-être le grand tour le plus intéressant de la saison après le doublé de Tadej Pogačar en Italie et en France. Tadej Pogačar qui avait complètement éteint la concurrence après une semaine en Italie, qui avait mis Daniel Martinez, son dauphin, en Italie à plus de 7 minutes de mémoire, et puis la bagarre sur le Tour de France qui s'était résumée finalement à une bagarre Pogačar-Vingegaard et qui avait après une dizaine de jours tourné en faveur du Slovène qui a ensuite assuré cette victoire finale dans ce Tour de France avec là aussi un contre-la-montre final pour terminer. C'était à Nice sur la promenade des Anglais, un Tour d'Espagne qui a donc couronné Primoz Roglic. Intéressant de voir Primoz Roglic remporter ce Tour d'Espagne. On va en parler juste après, mais sur cette Vuelta finalement, beaucoup se posent la question de savoir si c'est réellement un grand tour, si ça mérite d'être encore un grand tour aujourd'hui. Une Vuelta qui a été déplacée dans le calendrier au fur et à mesure des années, ces précédentes décennies, mais qui a trouvé sa place quand même plus d'un mois, en tout cas un mois après la fin du Tour de France. On est là sur des coureurs là aussi un peu revanchards d'un Tour de France raté éventuellement, ce qui était le cas de Primoz Roglic et d'autres. On peut penser à David Gaudu notamment, qui était passé complètement au travers de son Tour de France, mais on en parlera là aussi un petit peu plus tard. Et puis une Vuelta où on se rend compte que finalement, sans Tadej Pogačar, sans Jonas Vingegaard, il y a de la course, il y a du suspense. Même si Primoz Roglic, avec son équipe Red Bull Bora-Hansgrohe, Red Bull Bora, ils ont vraiment contrôlé cette course, même si Ben O'Connor a gardé le maillot rouge pendant une bonne dizaine de jours. Et on voit qu'il y a du suspense, il y a de la bagarre, il y a des surprises, il y a des vainqueurs parfois qu'on n'attend pas. On pense au Kern Pharma notamment, on en parlera là aussi, des surprises en fin de podcast. Un plateau de sprinter qui n'est pas forcément l'un des meilleurs, ce qui ouvre un peu là aussi la concurrence. On baisse peut-être en niveau en termes de start list, mais la start list reste belle. Il n'y a pas les deux mastodontes, les deux ogres des courses par étapes en World Tour, mais il y a match. Alors, on va passer sur Primoz Roglic, le vainqueur. Primoz Roglic qui donc remporte sa 4e Vuelta après 2019, après 2020, après 2021. En 2022, il y avait eu la victoire de Remco Evenepoel. En 2023, l'année dernière, le triplé Jumbo-Visma avec donc Primoz Roglic qui était sur le podium avec le vainqueur Sepkus et puis Jonas Vingegaard. Il avait été éteint à la fois physiquement et psychologiquement par Jonas Vingegaard
sur ce Tour d'Espagne. Vingegaard qui avait été le chien de garde de Sepp Kuss alors que Primož Roglič avait parfois attaqué pour tenter de reprendre du temps. On peut penser à la dernière moitié de ce Tour d'Espagne, et Primož Roglič qui a donc pris sa revanche cette année avec sa nouvelle équipe. C'est son 5e grand tour après le Tour d'Italie aussi, il ne faut pas l'oublier. L'année dernière en 2023, 4e Vuelta d'ailleurs, il revient à égalité avec celui qui a remporté le plus de Vuelta dans l'histoire avant que Roglič ne remporte la 4e. Sa 4e Vuelta cette année, c'est Roberto Heras au début des années 2000. De mémoire, en l'an 2000, 2003, 2004 et 2005, puisqu'il y avait eu André El Casero et Aitor González en 2001 et 2002. Roberto Heras qui donc est rejoint par Primož Roglič au palmarès de cette Vuelta. Roglič qui a clairement l'occasion d'ici la fin de sa carrière de doubler Roberto Heras dans ce classement. Le Slovène, il va avoir 35 ans au mois d'octobre. Il arrive clairement sur la fin de sa carrière, mais la Vuelta, on verra là aussi, suivant la concurrence, la Vuelta est clairement le grand tour qui correspond le mieux. 15 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne depuis 2019 maintenant. Il a tout simplement remporté au moins une étape sur toutes les Vueltas depuis 2019. Ça classe un petit peu le coureur sur ce Tour d'Espagne avec son petit gabarit, 1m77, 65 kg, ancien sauteur à ski, qui a une qualité de puissance là où ça demande réellement de la patte. Dans les radars espagnols, il a vraiment ce qu'il faut pour envoyer des watts. Et finalement, Primož Roglič, on se rend compte que il gagne au moins un grand tour par année depuis 2019. Donc on a parlé des 4 Vuelta, du Tour d'Italie de l'année dernière. Et puis en 2022, là où il ne remporte pas de grand tour, il abandonne sur chute au Tour de France et il abandonne sur chute également au Tour d'Espagne alors qu'il était à la lutte avec Remco Evenepoel. De mémoire, il me semble qu'il abandonne avec le maillot rouge sur les épaules. Je vais regarder ça tout de suite. Non, il abandonne en étant 2e du classement, mais il était tout proche au classement général avec Remco Evenepoel. Il y avait 1:30 de retard, mais l'interrogation c'était de savoir si Remco Evenepoel était capable de tenir 3 semaines. Le Primož Roglič avait déjà prouvé sur le Tour d'Espagne, malgré sa défaillance à la fin du Tour de France en 2020 à la planche des belles filles, on le rappellera pas, mais Primož Roglič qui l'année dernière avait qui remportera plutôt quelques mois plus tard en début 2023 le Tour d'Italie, et Roglič qui était à la lutte avec Evenepoel et qui a donc abandonné sur chute. Alors la question qu'on peut se poser, c'est maintenant où est-ce qu'il en est dans la hiérarchie des coureurs de course par étape, Primož Roglič. C'est un peu la question, parce qu'on se dit bon, Roglič, il remporte la Vuelta, mais en face, il n'y a pas forcément de concurrence. On va regarder un petit peu dans le passé. En 2019, il remporte sa première Vuelta devant Alejandro Valverde et devant Tadej Pogačar, mais Tadej Pogačar disputait tout simplement son premier grand tour pour sa première année chez les professionnels, première année avec la team UAE. Ensuite, en 2020, Primož Roglič remporte la Vuelta. Quelques semaines après sa défaillance sur le Tour de France, il prend sa revanche, il s'impose devant Richard Carapaz et Hugh Carty. En 2021, il s'impose devant Enric Mas, tiens déjà, et Jack Haig. Enric Mas relégué à plus de 4 minutes, Jack Haig à plus de 7 minutes. 2022, donc il ne va pas au bout de ce Tour d'Espagne. En 2023, l'année dernière, il termine 3e, à 1 minute derrière Sepp Kuss, et puis à une quarantaine de secondes derrière Jonas Vingegaard qui avait assuré la victoire de Sepp Kuss et le triplé Jumbo-Visma l'année dernière avec la victoire finale de l'Américain. Donc on se dit que dans les faits, Primož Roglič est derrière Pogačar et Vingegaard. Quand ils sont en face à face, il y a aujourd'hui, on se rend compte quand même une certaine différence de niveau, peut-être dû à l'âge déjà. Roglič a 34 ans aujourd'hui, Pogačar et Vingegaard n'ont pas encore 30 ans. Mais on a vu quand même sur le Tour de France,
allez, on va dire au début du Tour de France, avant qu'il n'abandonne, déjà sur chute cette année, Primoz Roglic. Il y a eu une sorte de montée en puissance. On se rend compte que là où ils étaient tous un peu à 100% dans l'étape du Galibier, l'étape de Valoir, où Pogačar a distancé pour la première fois Jonas Vingegaard dans le Tour de France cette année, il était le 4e au sommet du Galibier. Il y avait Pogačar devant Vingegaard, devant Evenepoel et devant Roglic. Mais Roglic, faut pas oublier que c'était quand même un coureur qui venait en forme, qui avait remporté quelques jours auparavant le Dauphiné, qui montait en puissance dans cette saison, et il était légitimement parmi les grands favoris de ce Tour de France, au minimum pour le podium, à la lutte avec Evenepoel, et pourquoi pas aller batailler peut-être à la 2e place avec un Jonas Vingegaard qui lui était plus diminué. Mais voilà, dans les faits, à la pédale, on se rend compte que Primoz Roglic est derrière aujourd'hui. Mais par contre, au niveau des chiffres, Primoz Roglic, il remporte son 5e grand tour, là où Tadej Pogačar n'a que 4 grands tours, entre guillemets, mis à part la Vuelta. Il vient de remporter son 3e Tour de France, et il a remporté cette année aussi son 1er Tour d'Italie. Et Jonas Vingegaard, lui n'a remporté que, entre guillemets, 2 Tours de France, 2 grands tours. Il n'a pas encore remporté le Giro ou la Vuelta. Il se dit que Jonas Vingegaard sera sur le prochain Tour d'Italie pour tenter d'imiter ce qu'a fait Tadej Pogačar cette année. Il se dit que Tadej Pogačar sera sur le prochain Tour d'Espagne. À voir ce que ça va donner ensuite dans les confrontations pour Primoz Roglic avec sa nouvelle équipe Red Bull Bora, où il a vraiment pris le lead sur cette Vuelta. C'était vraiment lui le grand leader de cette Red Bull Bora, avec la surprise Florian Lipovitz, qui fait lui aussi top 10 au final de ce Tour d'Espagne, et qui était à la planche, l'Allemand, pour le Slovène. Il y avait aussi un Alexander Vlasov qui était à la planche pour Primoz Roglic, Royer Adria aussi, Giovanni Aleotti. Bon, ça a été un peu compliqué sur la fin avec ces cas de salmonellose, d'intoxication alimentaire dans le dernier week-end, avec des fruits de mer qui sont mal passés pour l'équipe Bora-Hansgrohe. On a eu des abandons dans le dernier week-end. On a craint pour Primoz Roglic. On a eu Nico Denz à la 20e étape qui a fait hors délai, et puis Patrick Gamper et Daniel Felipe Martinez qui eux ont abandonné. Alexander Vlasov, il a terminé très loin, mais au final, il va quand même terminer ce Tour d'Espagne, Vlasov, à la 18e place. Lipovitz, lui, 7e. Lipovitz, on peut en faire une petite digression sur Florian Lipovitz, qui donc fait 7e de ce Tour d'Espagne, qui a été intéressant, top 10 depuis la première semaine, où il avait pris la 3e place à la Junquera, là où Ben O'Connor avait pris le maillot rouge. Plus tôt cette saison, il avait remporté Lipovitz début juillet le Sibiu Cycling Tour en Roumanie, 2e du championnat d'Allemagne dans la course en ligne, 3e au Tour de Romandie. C'est un jeune coureur, 23 ans, qui avait été repéré par la Tyrol KTM, et qui vient de sport annexe, et qui s'est révélé lors de tests de puissance avec la marque Red Bull, et il a intégré ensuite l'équipe Red Bull Bora, donc pour Lipovitz, et cette équipe Red Bull Bora qui a assuré la victoire de Primoz Roglic dans ce Tour d'Espagne. À voir maintenant la suite pour celui qui aura 35 ans, on le rappelle, au mois d'octobre. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que l'année prochaine il va vouloir revenir sur le Tour d'Italie, où il pourrait y avoir Jonas Vingegaard, où il n'y aura sans doute pas Tadej Pogačar, qui lui l'a remporté cette année. Tadej Pogačar qui va tenter le doublé cette fois-ci, Tour de France Vuelta. On verra ce que ça va donner. Une victoire pleine de symboles, 24 heures après que le monde du vélo et après qu'on allait virer Vincent Lamue, celui qui a créé cette équipe. C'est un clin d'œil, un énorme clin d'œil. Il peut lever les bras, elle est monumentale celle-là. Bravo Ben O'Connor s'impose et va chercher le maillot rouge ici à Junquera. Ben O'Connor, on va passer à l'Australien, parce que il termine 2e de ce Tour d'Espagne. C'est son premier podium en Grand Tour, après une 4e place sur le Tour d'Italie
au mois de mai, après une 4e place sur le Tour de France en 2021. Ça vient récompenser aussi la saison de la Décathlon AG2R, qui fait une très très grosse saison, qui avait déjà remporté 2 étapes sur le Giro avec Vendramé et puis aussi avec Valentin Paré-Peintre, si je ne me trompe pas, c'est bien Valentin Paré-Peintre qui avait remporté une étape donc sur le Tour d'Italie, c'est bien ça, hein, le Tour d'Italie, c'est pas Aurélien qui avait remporté, mais bien Valentin, donc la victoire à Boca della Selva, après une 2e place aussi lors de l'avant-dernière étape, cette équipe Décathlon AG2R qui était passée un peu au travers de son Tour de France. Et Ben O'Connor, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Pourquoi les équipes ont laissé autant de temps à Ben O'Connor lorsqu'il prend le maillot rouge lors de la 6e étape à la Junquera? Ben O'Connor qui va garder ce maillot rouge, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 étapes, 13 jours même, en rouge, avant que Primož Roglič ne récupère avec sa victoire à l'Alto de Moncalvillo lors de l'antépénultième étape de ce Tour d'Espagne. Mais c'est un peu la question qu'on peut se poser, parce que Ben O'Connor, il prend quand même le jour de sa victoire à la Junquera, il s'impose avec 6 minutes 30 d'avance sur le peloton. Peloton qui a pourtant réagi dans l'ascension finale, mais qui ne lui a quasiment pas repris de temps, à quelques secondes près. Il avait, au soir de cette étape où il prend le maillot rouge, 4,51 d'avance sur Primož Roglič et la Red Bull Bora. On verra au final que la Red Bull Bora a bien géré le cas Ben O'Connor, contrairement, on peut penser à Enric Mas à la Movistar, à la IF de Richard Carapaz. Il y a peut-être eu un complexe de supériorité ou une certaine suffisance des autres équipes devant le cas Ben O'Connor, qui a pourtant prouvé dans le passé et dès cette année qu'il est capable de faire top 5 au minimum d'un grand tour, là où d'autres comme Carapaz et Mas ne sont pas capables de gagner. Voilà, c'est un peu l'interrogation, mais Ben O'Connor, formidable récompense aussi pour celui qui va partir avec les honneurs puisqu'il va rejoindre la Jayco Alula dès la saison prochaine. Après, c'est 3 années chez AG2R, Citroën, Décathlon AG2R, c'est ça, 4 ans même chez AG2R Citroën et Décathlon AG2R cette année. Il a signé pour 2 saisons donc à la Jayco Alula. Je parlais d'Enric Mas et de Richard Carapaz. Ce sont un peu, alors pas pour Enric Mas qui lui enchaîne un 4e podium sur la Vuelta après avoir pris 3 fois la 2e place, mais bon, on peut se dire sans Ben O'Connor il aurait terminé 2e. Bon, il y a Ben O'Connor, mais c'est un peu Richard Carapaz, le dindon de la farce, puisque l'Équatorien, qui a fait maillot à pois sur le dernier Tour de France, est super combatif. Mas et Carapaz, tous les deux top 20 sur le dernier Tour de France, et qui étaient en forme sur ce Tour d'Espagne. Et bien Carapaz, lui, il se retrouve au pied du podium final, avec donc une 4e place finale à moins d'1 minute d'Enric Mas, mais il y a quand même 1 minute 30 de retard sur Ben O'Connor, et l'Équatorien qui se retrouve au pied du podium et qui n'a plus que ses yeux pour pleurer, qui a tenté avec son équipe IF, qui ont tenté des coups de Trafalgar, qui n'ont eu que Mikel Landa dans le final. Ils ont tenté, ils n'ont pas réussi, et au final ils terminent 4e. Voilà, c'est une formidable récompense pour Ben O'Connor, pour l'équipe Décathlon AG2R. C'est Enric Mas qui prouve encore qu'il est toujours placé mais jamais vainqueur. Malheureusement pour lui, c'est un formidable champion. Richard Carapaz qui lui a toujours été aussi offensif mais qui termine au pied du podium. Devant, et là on va passer à la suite avec donc Matthias Skelmose, petite parenthèse avant de passer à David Gaudu. Skelmose, meilleur jeune de ce Tour d'Espagne, qui a enfin eu sa chance au sein de la Lidl Trek après avoir prouvé sur les courses d'une semaine, vainqueur du Tour de Suisse l'année dernière, et puis qui cette année fait 3e en Suisse, 3e au Pays Basque, 4e à Paris-Nice. Matthias Skelmose, de très bonnes aptitudes en contre-la-montre, c'est ce qui lui permet à la dernière étape à Madrid de passer devant David Gaudu, mais le Danois, il a prouvé, il prend date, il est jeune, meilleur jeune de ce Tour d'Espagne, 23 ans, il va avoir 24 ans à la fin de ce mois de septembre, et il prend date pour les prochaines années. C'est un coureur que j'aime beaucoup personnellement, qui est intéressant,
qui est intéressant, qui n'a pas encore la capacité en montagne d'un Jonas Vingegaard, mais qui est un très bon rouleur et qui peut clairement être le type de coureur qui fera toujours de très bons résultats et qui va sans doute jouer la gagne sur les courses par étape d'une semaine. À voir maintenant, à passer le cap. Il vient de faire top 5 d'un grand tour, d'une Vuelta où il n'y avait pas forcément les mastodontes Pogačar, Vingegaard et Evenepoel, mais où il y avait des masses, où il y avait des Roglic, où il y avait des Gaudu, des Landa. Un Landa qui sort aussi d'un Tour de France où il a fait top 5. Voilà, à voir là où, quand tout le monde sera à 100%, ce qu'il sera capable de faire, Matthias Skjelmose. Il aura repris du temps à tous ceux qui étaient derrière lui, au Rodriguez, au Skjelmose, au Lipovic, mais il va aller chercher la deuxième place. Il dépose Enric Mas. On a retrouvé du grand Gaudu. Il s'est cherché pendant 2 ans, voulait retrouver ce fil du classement général sur les grands tours. Et comment il l'a fait? C'est magnifique là, au sprint. Oh, il retrouve des sensations et le plaisir de jouer avec les meilleurs. C'est le moment de passer à David Gaudu. Une petite parenthèse sur David Gaudu qui est un coureur qui s'était non pas perdu mais qui avait perdu de la confiance en tout cas. Chouchou Gaudu qui a pris la 6e place de ce Tour d'Espagne, mais doublé à la dernière étape. On connaît ses aptitudes en contre-la-montre, en tout cas son déficit en contre-la-montre par rapport à Skjelmose notamment. Si c'était un duel seulement face à Carapaz ou Mas, il y aurait eu match, mais là face à Skjelmose, c'est un très bon rouleur. Gaudu a été logiquement doublé, mais il termine 6e de ce Tour d'Espagne. C'est pas réellement le résultat en lui-même qui est important, c'est sa trajectoire. On rappelle qu'au mois de juin, David Gaudu, ancien vainqueur du Tour de l'Avenir, est covidé. Il arrive sur le Tour de France. Il y a un panic buy complet de la Groupama FDJ en envoyant Lenny Martinez, qui était lui pourtant annoncé sur le Tour d'Espagne. Et ça me laisse d'autant plus de regrets ce qui s'est passé sur le Tour d'Espagne, parce qu'un Lenny Martinez prêt à 100% avec une vraie coupure au mois de juillet, il aurait quand même pu faire quelque chose de très intéressant sur cette Volta, mais on va pas parler à chaque fois de Lenny Martinez. Il a signé chez Bahrain Victorious pour les prochaines saisons. On va voir ce que ça va donner. Et moi, tout ce que je souhaite à Lenny Martinez, c'est de réussir malgré tout ce qu'on entend sur lui, et surtout sur son transfert. On fait un podcast transfert avec François Pierre d'ici la fin de saison, mais pour revenir à David Gaudu, il a tenté sur le Tour de France. Il a tenté notamment dans l'étape du Galibier de Valloire où il s'est fait reprendre. Il a été le dernier à être repris dans l'ascension finale à 4 km et quelques du sommet du Galibier. Il est monté en puissance, il s'est servi du Tour de France pour préparer aussi cette Volta. Il a fait des efforts, il a tenté de s'échapper sur le Tour. Et puis sur cette Volta, il y a une vraie montée en puissance de David Gaudu. On sent qu'il a voulu se rassurer au début. La première arrivée au sommet à la Junquera, il prend une 10e place, ou plutôt avant il y avait l'arrivée surtout au Pico Villuercas, il fait 15e à 40 secondes de Primoz Roglic. On rappelle aussi énorme chaleur sur la première semaine en Andalousie, ou en tout cas dans le sud de l'Espagne. Là où David Gaudu avait besoin de temps aussi pour monter en puissance, il termine à 3 secondes devant Skjelmose qui au final terminera juste devant lui au classement général. Mais on se rend compte qu'il est dans cette ascension finale au Pico Villuercas, sa première arrivée au sommet qui est arrivée très tôt, dès la 4e étape sur le Tour d'Espagne. Gaudu termine derrière des Fortunato, des Vlasov, des Kuss, des Sivakov, des Tiberi, des Landa, des Riccitello, des Félix Gall, des mecs qui termineront tous derrière David Gaudu au classement général final. Donc c'est intéressant de voir aussi la montée en puissance du Français qui, en termes de montée en puissance dans les ascensions, aime lui aussi monter en puissance, ne pas forcément se mettre dans le rouge pour terminer comme il faut. D'ailleurs, on se rendra compte que dans la dernière arrivée au sommet, en tout cas au Picon Blanco, il n'a pas adopté cette tactique, il a été plus offensif et c'est peut-être dans la tête que ça s'est joué, mais pour revenir dans sa montée en puissance sur le Tour d'Espagne, David Gaudu, donc, il fait 15e au Pico Villuercas, 10e à Junquera, il va faire ensuite 9e à Grenade, où il a tenté de s'échapper. On se rappelle, avec l'incroyable réflexe. Alors, il faut que je retrouve
il me semble que c'est Enric Mas qui s'était échappé dans le dernier col et qui au début de la descente a fait un énorme dérapage et qui a réussi à se rattraper de manière assez incroyable. David Gaudu qui avait tenté de s'échapper, il fait 9e dans le groupe des favoris avec Ben O'Connor, Landa, Roglic et compagnie, la victoire de Adam Yates, mais oui, hein, David Gaudu qui lui derrière va faire des top 10 au Kwitu Negru, 13e au lac de Covadonga, mais il arrive à grappiller des places au classement général petit à petit. Il rentre dans le top 10 en milieu de Vuelta lors de l'arrivée au Puerto de Ancares. Il fait 9e, il passe 7e, 6e, 5e et puis avant de terminer 6e, doublé par Skelmose, mais il sera passé devant des coureurs qui petit à petit ont craqué. On pense notamment à Mikel Landa lors de l'étape à Maïstou avec la victoire d'Urko Berade. David Gaudu qui termine 6e, c'est très encourageant pour quelqu'un qui a eu une saison compliquée avec des abandons à Paris-Nice, des abandons autour du Pays Basque, qui fait son premier top 10 en World Tour après sa 9e place sur le Tour de France de l'année dernière, en 2023. Il n'avait jamais fait de top 10 en World Tour depuis l'année dernière, donc pour David Gaudu, c'est très encourageant pour la suite de sa carrière. On se rend compte aussi que dans sa manière d'aborder l'école, lui qui aimait ne pas forcément se mettre dans le rouge au début pour bien terminer au Picon Blanco, il a tenté d'attaquer, il a été offensif, il n'a pas fait forcément de différence, c'était pas facile de faire la différence au Picon Blanco avec le vent aussi, hein, une fin de montée qui est aux 4 vents, mais il a tenté David Gaudu, et c'est on va voir ce que ça va donner pour la saison prochaine, mais il serait peut-être bien inspiré de pas forcément tout axer sur le Tour de France. J'opte pour cette solution depuis pas mal d'années pour les coureurs français qui sont en difficulté sur le Tour, peut-être faire une année avec le Giro et la Vuelta, mais on sait que il y a des impératifs de sponsors, et notamment la Groupama FDJ qui veut les têtes d'affiche sur le Tour de France. C'est aussi financier. Autre français, et on va terminer sur les coureurs du classement général avec Pavel Sivakov, 9e du classement général. Là aussi, Pavel Sivakov, il a un degré moindre, il est vraiment monté en puissance, il termine 9e du général final. Il était aux alentours entre la 10e et la 15e place, et avant, petit à petit, là aussi, de profiter du craquage des autres coureurs au classement général. Il va faire une 6e place à Grenade, là aussi, lorsque Adam Yates l'emporte. Il fait 3e au Kwitu Negru en étant offensif, hein, mais on va en parler de Pablo Castrillo après. Il a été tout simplement maté par Pablo Castrillo et Alexander Vlasov. C'est l'un des trois avec Castrillo et Vlasov rescapés de l'échappée du jour, où il vient prendre la 3e place, mais lui aussi il s'est rassuré, lui, l'éternel équipier à la UAE, qui a été souvent dans le top 10 des courses par étape d'une semaine l'année dernière où il était au départ, et qui cette année a eu vraiment une année très compliquée. C'est son premier top 10 de l'année. Pavel Sivakov en World Tour, et équipier modèle, 9e du classement général final de la Vuelta. On l'avait laissé sur le carreau le 27 mars dernier, c'était à travers les Flandres, il a fait sa reconstruction, et là c'est la résurrection de Wout van Aert, capable de gagner au sprint, capable de gagner en échappée, et pourquoi pas de gagner encore la 3e victoire pour Wout van Aert. Les sprinters, on va en parler, on va passer petit à petit vers la fin de ce podcast. Donc débrief du Tour d'Espagne 2024. Au niveau des sprinters, on a quand même un Wout van Aert qui s'est mis en évidence. Il faut en parler. 3 victoires d'étape, maillot vert, maillot à pois de ce Tour d'Espagne avant son abandon à la 16e étape. Lui qui a aussi été 3 fois 2e d'étape, en plus de son triplé, 2 fois derrière Caden Groves et 1 fois derrière Pavel Bittner. Wout van Aert, une nouvelle chute, un nouvel abandon dans cette année 2024 qui est clairement pas un grand cru, hein, pour Van Aert, qui a quand même fait... Alors, quand on parle de Wout van Aert, attention, hein, c'est à mettre en perspective par rapport au talent du gars, par rapport à la classe de ce coureur qui est parmi les plus grands au niveau du talent dans le peloton, mais qui est clairement pas chanceux, qui a clairement pas le palmarès qu'il mérite d'avoir, qui n'a qu'un seul monument, c'est le Milan-San Remo qu'il a remporté en 2020, le Belge, qui face à Van Der Poel
je sais pas s'il y a un complexe d'infériorité, mais qui en tout cas a vraiment du mal à se démarquer. Ils sont sur le même profil, ils sont sur la même course, il a du mal à se démarquer, le Belge, mais cette année il fait quand même aussi 7 top 10 sur le Tour de France sans remporter une étape. Il fait médaille de bronze au contre-la-montre des Jeux Olympiques. Et puis il y a ce début de saison où Wout van Aert, il axe tout sur le printemps des classiques. Il gagne le Kuurne, Bruxelles-Kuurne. Il fait l'impasse sur l'Estrade et Milan-San Remo pour partir en stage en altitude. Là, on est fin février avec la victoire à Kuurne, Bruxelles-Kuurne. Début mars, donc, il squeeze l'Estrade et la Primavera. Il part en stage en altitude et il revient sur la deuxième quinzaine du mois de mars pour la dernière ligne droite dans la préparation avant le Tour des Flandres et avant Paris-Roubaix. Et puis, à travers la Flandre, on est à la fin du mois de mars. Il y a une énorme chute de Wout van Aert qui donc est obligé de renoncer au printemps des classiques, à l'enchaînement Tour des Flandres, Paris-Roubaix, il me semble qu'il était annoncé aussi sur Liège-Bastogne-Liège, et aussi au Tour d'Italie où il était annoncé. Wout van Aert qui aurait été en concurrence sérieux à Jonathan Milan pour le classement par points, qui aurait été clairement dans son élément aussi dans les contre-la-montre, peut-être dans des échappées en montagne, même si Pogačar a été un ogre sur les arrivées au sommet, sur les victoires d'étape au Giro. Peut-être qu'il voulait se tester là aussi un petit peu sur un classement général, voir ce qu'il pouvait donner, lui qui a été 3 fois top 20 ou 20-21, en tout cas entre la 19e et 21e place au Tour de France, Wout van Aert. Et donc il arrivait sur cette Vuelta avec une envie de se rassurer. Il claque un triplé, il claque 3 victoires d'étape, il était maillot vert, il s'est même pris au jeu un petit peu du maillot à pois, et quand on voit comment ça s'est terminé entre Jay Vine et Marc Soler, on peut se dire qu'il y avait vraiment le moyen pour Wout van Aert d'aller chercher ce maillot à pois bleu. Wout van Aert qui avait remporté qu'une Bruxelles-Kuurne, qui était revenu au mois de mars avec la 3e place à l'E3 Saxo Classique, et donc la chute à travers la Flandre, et une nouvelle chute sur le Tour d'Espagne. Wout van Aert qui en tout cas pour l'instant n'a pas de course annoncée d'ici la fin de saison. À voir ce que ça va donner pour lui. Peut-être qu'il va complètement couper et revenir plus fort en 2025. C'est tout ce qu'on lui souhaite au Belge de la Visma Lease Bike, qui était donc au duel avec Caden Groves au sprint, qui a lui aussi claqué 3 étapes au sprint, numéro 2 chez les sprinters à l'Alpecin de Koenig, derrière Jasper Philipsen. Mais lorsqu'on lui fait confiance à l'Australien, il la met au fond, maillot vert du classement par points pour la 2e année de suite sur le Tour d'Espagne. Il en a 7 victoires d'étape sur la Vuelta. Il a déjà fait 2e du classement par points du Tour d'Italie en mai dernier, derrière Joe Milan. Donc c'est un coureur qui n'est pas forcément parmi les cadors du sprint mondial, mais qui sait la mettre au fond, et la preuve que c'est pas forcément l'indicateur du sprint. Il a besoin d'avoir on va dire un plateau de sprinters un peu dégarni devant lui pour gagner. C'est que c'est tout simplement en tout cas cette première victoire sur la Vuelta, avant d'en claquer 2 autres, c'était sa première victoire depuis la dernière étape à Madrid sur le Tour d'Espagne l'année dernière. Lui qui avait déjà gagné 3 étapes sur le Tour d'Espagne 2023. Le jour du décès de Manolo Ascona, à l'âge de 71 ans, l'homme qui a tout construit, tout mis en place pour avoir cette école de formation, la Lissarté, qui l'a accueilli, qui en a accueilli bien d'autres, il va peut-être s'imposer. Attention au retour de Max Poul, 3e hier, il se retourne, encore 100 mètres à tenir pour Pablo Castrillo. Une victoire qui veut dire plus qu'une victoire, une victoire en forme de symbole. Il le sait, il va le faire et s'imposer. Le doigt au ciel, bien sûr, pour Manolo Ascona. Pablo Castrillo s'impose. Allez, pour terminer ce podcast, les surprises de ce Tour d'Espagne, on va quand même commencer par Pablo Castrillo et la Kern Pharma. Pablo Castrillo, vainqueur de 2 étapes, la Kern Pharma 3 étapes. On parlera d'Urco Berade juste après, mais Pablo Castrillo, c'est vraiment un peu la
sensation, la révélation de ce Tour d'Espagne, avec 2 victoires d'étape, dont la 12e qui a marqué toute l'Espagne, à la Manzaneda, le jour, et bien plutôt quelques heures après le décès du fondateur de l'équipe Kern Pharma du club de la Lizarte, Manolo Ascona. Une victoire d'étape en solitaire avec, et bien pour Pablo Castrillo, un style aussi. On a vu une grande révélation, la grande révélation de ce Tour d'Espagne, qui est annoncé chez Ineos pour la saison prochaine. C'est pas encore officialisé au moment où on enregistre le podcast. C'est un gros moteur qui a déjà fait top 10 au classement général du Tour de Burgos et du Tour de Slovénie cette année. Champion d'Espagne, espoir du contre-la-montre en 2022, ce qui montre une vraie aptitude à rouler, à développer de la puissance. Mais aussi, on a vu sur cette Vuelta, on parle de la victoire à la Manzaneda pour Pablo Castrillo, mais sa 2e victoire au Cuito Negro avec des passages à plus de 24%, au moment où il attaque Vlasov et Sivakov. Ce sont des attaques ultra puissantes dans du 24%, avec un style complètement désarticulé en montagne, un coureur qui se remuait en danseuse un peu à la Contador de la grande époque, mais en tout cas Pablo Castrillo, il prend date vraiment pour la suite. Alors à voir, on parle pas d'un crack générationnel pour l'Espagnol, on pense à un Carlos Rodriguez qui prouve, en tout cas qui montre depuis l'année dernière qu'il y a peut-être un certain plafond de verre, qui est actuellement un top 5 de Grand Tour, qui est pourquoi pas le plafond de verre de Carlos Rodriguez. Ce sera peut-être le plafond de verre de Pablo Castrillo, mais en tout cas, il prend date. C'est la révélation et la Kern Pharma. 3 étapes au final, avec donc aussi la victoire d'Urco Berade à la 18e étape. Urco Berade qui a montré d'énormes aptitudes. 2 jours plus tard, au Picon Blanco, une énorme surprise, il va prendre la 5e place au final, au milieu des meilleurs. Il est dans la roue des Roglic, dans la roue d'Enric Mas, dans la roue des David Gaudu, des coureurs les plus en forme de ce Tour d'Espagne. Donc c'est la preuve aussi qu'Urco Berade, qui n'a pas fait un grand classement général, il me semble qu'il est vers la 40e place, mais Urco Berade, il est vraiment très frais pour cette fin de Tour d'Espagne, et là aussi du côté de la Kern Pharma, c'est une grande satisfaction de prouver qu'ils peuvent gagner 3 victoires d'étape, et tout le monde ne peut pas en dire autant dans le peloton World Tour notamment. Autre surprise de ce Tour d'Espagne, c'est Pavel Bittner, 21 ans, le Tchèque, qui a remporté une victoire au sprint, devant en plus Van Aert et Groves. Il s'est adjugé les deux lors de sa victoire au sprint, lui qui avait déjà claqué 2 victoires d'étape à Burgos au sprint. Champion de République tchèque, espoir du contre-la-montre l'an dernier. C'est un jeune talent, le Tchèque, qui prend date lui aussi pour la suite. Il n'y avait pas un énorme plateau de sprinter, mais il a été capable de battre des Van Aert et des Groves, aussi avec l'abandon de Van Aert, de faire un podium derrière Caden Groves. Donc à voir lui pour la suite, le jeune de la DSM, ça va être très intéressant de le suivre, gros moteur. Pavel Bittner, on retient le nom, les jeunes talents du sprint aussi qui émergent. On pense aussi, on se rappelle d'il y a 2-3 ans, lorsque Olaf Koy et Jordi Meeus notamment étaient apparus en fin de saison. Là aussi Pavel Bittner, il vient de le faire. On verra en 2025 ce que ça va donner. Autre surprise, allez, sur la montagne, Eddie Dunbar, qui était opportuniste avec 2 victoires d'étape, dont le Picon Blanco. Eddie Dunbar, l'Irlandais, qui a pas fait un énorme Tour d'Espagne, lui aussi, quand on parle de plafond de verre, il fait 11e du classement général du Tour d'Espagne, mais il a du mal à passer au-delà du top 5. Il a fait 7e du Tour d'Italie l'année dernière, alors que c'était vraiment l'équipe Jayco Alula qui misait sur lui. Il était parti de la Ineos à la Jayco Alula pour montrer qu'il pouvait être leader et jouer le classement général de Grand Tour. C'est pas forcément le cas pour l'instant, mais quand même 2 victoires d'étape pour l'Irlandais. Et puis c'est pas une surprise, mais on va quand même le classer dans la case surprise. C'est Stefan Kung, le Suisse, qui donc a enfin gagné un contre-la-montre. La dernière étape de ce Tour d'Espagne, le premier contre-la-montre inaugural avait été remporté par Brandon McNulty, qui a chuté lors du dernier CLM, mais c'est Stefan Kung qui l'a emporté dans les rues de Madrid, enfin, après 2 top 10 au contre-la-montre et à la course en ligne des Jeux Olympiques. Lui qui a été battu quelques jours plus tard, après le Tour d'Espagne, par Eduardo Affini au championnat d'Europe. Il prend la médaille d'argent, mais
il faut quand même se dire que Stephen Kung, c'est quand même l'éternel second, troisième, quatrième, je sais pas, peu importe, des contre-la-montre au niveau World Tour et dans les grands championnats, battu souvent par Pipo Ganna, battu souvent par Juan Dennis dans le passé, par même par Stéphane Bissegger et Remco Evenepoel dans les championnats. Aujourd'hui, Stephen Kung qui, hors championnat de Suisse du contre-la-montre, sa dernière victoire a daté de l'an dernier. Première étape du Tour de Suisse, on ne le refait pas. Il avait aussi remporté un contre-la-montre en Algarve en février l'année dernière. C'est sa première victoire d'étape en Grand Tour à l'âge de 30 ans, donc pour la Groupama FDJ, ce qui fait quand même un très beau Tour d'Espagne pour la Groupama FDJ, eux qui étaient passés complètement au travers du Tour de France. C'était compliqué cette année, malgré quelques tentatives de Romain Grégoire, d'un Tour d'Italie où ils avaient quand même mis au départ une start list assez indigne d'une équipe World Tour. On sait aussi qu'il y avait des plans qui avaient été un peu chamboulés à la dernière minute, mais bon, quand même. Et là, sur ce Tour d'Espagne, on a un David Gaudu qui fait 6ème, on a Stephen Kung qui vient gagner le dernier contre-la-montre à la dernière étape. Donc c'est une très bonne chose pour la Groupama FDJ, et on va clôturer ce podcast sur ça. Merci beaucoup à toutes et à tous de m'avoir écouté. Donc pour ce débrief du Tour d'Espagne, format un petit peu singulier, hein. Les copains sont occupés aussi à côté, mais il fallait débriefer cette Vuelta qui a été riche. Grosse Vuelta, il y a eu du spectacle, la fin de saison arrive déjà malheureusement. Sniff, les classiques au Canada ce week-end, en même temps que les championnats d'Europe. On aura l'occasion de débriefer un peu tout ça dans les prochains jours avec un podcast transfert, et puis les championnats du monde aussi. Il y aura peut-être une surprise pour les championnats du monde. Restez connectés, on verra ça dans les prochains jours. En tout cas, on se retrouve dans quelques jours dans Vélo Podcast pour débriefer tout ça. Restez connectés sur les réseaux sociaux, X, Twitter, Instagram, Facebook, sur les plateformes d'écoute avec Deezer, Spotify, Apple Podcast, et puis sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Vélo Podcast. On se retrouve dans pas longtemps pour débriefer la fin de saison du cyclisme. Il y en a tout le temps, partout, tout le temps, le cyclisme dans Vélo Podcast. Ciao, ciao.